Aujourd'hui, c'est Cathy Gérard, maître d'œuvre et véritable chef d'orchestre de votre projet, qui va nous parler de son entreprise KGBAT. Expertise, rigueur et communication sont les piliers du travail de Cathy. À travers cet épisode, elle nous parle de son parcours et nous aide à avoir une vision plus claire concernant l'éventail de ses compétences. Bonne écoute! Savoir pitcher, c'est super important dans le monde actuel. Mais si, tu sais, le pitch, te présenter en 30 secondes au cas où tu rencontrerais le job de ta vie dans un ascenseur. Non, mais en réalité, c'est très utile quand tu es dans une réunion de réseautage ou quand tu rencontres des professionnels pour la première fois. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu, certes concentré et ciblé, mais bien loin de montrer l'étendue de ce dont tu es capable. Pour en avoir rencontré un paquet, je suis convaincue que les entrepreneuses et entrepreneurs de ma région ont des qualités géniales et sont une force pour faire bouger les choses. J'ai rencontré des personnes formidables et dont le travail mérite d'être présenté en profondeur, avec sensibilité et authenticité. C'est ce que je te propose avec Anti-Pitch. Bonjour Cathy. Bonjour Valérie. Comment vas-tu? Bien, ça va, il fait beau, tout va bien. C'est vrai que ça fait du bien le retour du soleil. Mais écoute, Ah, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui et de te faire passer sur mon grill anti-pitch. j'ai peur. Ne t'inquiète pas, on va commencer en douceur avec un petit portrait chinois. Donc, je vais te proposer des thématiques, enfin des catégories. Et puis, je te demanderai pour chaque catégorie de répondre par un mot. Tu n'es pas obligé de développer. Si tu souhaites nous expliquer pourquoi, tu peux, mais un mot me suffit. D'accord, très bien. Je vais Allez, essayer. très bien. Et bien, c'est parti. Si ton entreprise était un objet, lequel serait-il? L'entreprise, ce serait je sais pas, un couteau suisse. Ou moi, je pense aussi, des fois, souvent, je m'associe à une baguette de chef d'orchestre parce que je communique avec beaucoup de personnes et j'ai besoin d'orchestrer un petit peu ce qui se passe. Ça fait partie de mon métier. D'accord. Oui, donc le côté couteau suisse pour tous tes outils et le chef d'orchestre parce que tu supervises une équipe Ou plusieurs. ou plusieurs, voilà. Si ton entreprise était un animal, Ben, c'est un petit peu la même idée en fait d'être mouvant et de s'occuper un peu de plein de choses, d'avoir besoin de beaucoup de bras. Je penserais plutôt à la pieuvre. Je trouve pas ça très joli en soi, mais c'est la première idée qui me vient en fait voilà, une espèce de dextérité aussi à manipuler plusieurs choses en même temps. si c'était un adjectif, Je penserais plutôt à pluridisciplinaire parce que pluridisciplinaire, c'est un petit peu mon activité. Dans mon activité, il y a ça regroupe plusieurs activités. J'ai toujours travaillé dans des petites entreprises dans lesquelles on était obligé de se diversifier au niveau de son activité. Aujourd'hui, je travaille toute seule, donc c'est encore plus vrai parce qu'auparavant, j'avais déjà toutes les activités techniques. Aujourd'hui, j'ai aussi les activités administratives, hein. si c'était un personnage, alors ça peut être un personnage réel ou imaginaire. Dans le besoin de méthode, de côté un peu scientifique quelquefois. Il y avait Dana Scully de X-Files. Et puis dernière question, si c'était une action. Je penserais à enquêter. Parce que dans mon métier, on a vraiment besoin on a des connaissances, mais on les a pas toutes. Le principal, c'est de se poser les bonnes questions et ensuite d'aller chercher les réponses. Voilà. Ou les ressources auprès des autres techniciens, ingénieurs, pour trouver les bonnes réponses. Et quelquefois, il faut enquêter sur les matériaux, enquêter sur le réglementaire, enquêter sur le bâtiment, voir ce qu'il nous raconte, s'il a des défaillances, des désordres, et ses capacités à accepter le projet qu'on va lui soumettre. Donc, je trouve que enquêter, puis ça correspond bien aussi à mon caractère, qui aime bien un peu comme ça, faire des recherches, trouver des solutions. Ce petit portrait nous a déjà donné une direction. On va préciser un petit peu. On va commencer par le nom de ton entreprise. Pourquoi tu l'as appelé comme ça et qu'est-ce que ça représente pour toi? Donc, moi, je m'appelle Cathy Gérard, avec un K, et mon entreprise, c'est KG BAT. Et le BAT, c'est B, alors donc c'est KG B majuscule et AT en minuscule. Je l'ai choisi parce que c'est simple, c'est sans fioriture, c'est direct,
Et ça m'est venu comme ça, en fait. Et je trouve que ça représente la personne, parce que je suis toute seule, et tout repose sur moi et sur mon fonctionnement, sur mon caractère, sur mes compétences. Donc, le KG, c'était bien. En plus, je trouve que le K, ça représente quand même une personnalité. Le K, c'est... Voilà. Et puis, ça sonne bien. Puis, bâtiment, c'est sérieux, c'est technique. Enfin, moi, je le voyais comme ça. Voilà. Ça faisait professionnel. C'est très clair, c'est simple et c'est carré et ça sonne bien. Ouais, merci. Donc, tu nous as présenté un peu plus en détail ton entreprise, on va creuser la question, mais avant ça, j'aimerais bien, si c'est OK pour toi, que tu nous parles un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené là. Alors, tu peux rester uniquement sur le versant professionnel, mais s'il y a des éléments personnels que tu trouves pertinents, ça m'intéresse aussi. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui est Cathy? Donc, Cathy, j'ai un âge qui me permet d'avoir une certaine expérience du domaine professionnel et d'avoir rencontré plusieurs situations. J'ai eu une première vie professionnelle où j'ai été designer en agence de publicité, en agence de com, chez Publicis, parce qu'après avoir passé un diplôme Bac+5 en art appliqué, donc, j'ai été en agence, j'ai été à mon compte et j'ai également enseigné en BTS design. Donc, c'était très intéressant. J'ai vécu ça de manière très agréable. Pour des raisons familiales, personnelles et aussi par goût, j'ai décidé de me former dans le bâtiment à un moment donné, à la Martinière-Montplaisir, niveau BTS, pour pouvoir approcher le domaine du bâtiment. Voilà. Donc, je me suis formée en niveau BTS. J'ai découvert qu'entre mon métier précédent et ce nouveau métier, il y avait quand même des passerelles. Enfin, je le savais, sinon je ne l'aurais pas fait non plus. Mais il y a des passerelles, notamment en termes de cahier des charges. En design, on a un cahier des charges. Il y a des contraintes de fabrication. Là, c'est des contraintes de mise en œuvre aussi, des obligations techniques, le respect des usagers, donc la fonctionnalité. Il y a des passerelles entre les deux métiers qui ont fait que je me suis bien adaptée dans ce nouveau métier et que mon projet professionnel a été favorable. Voilà, j'ai bien fait de faire cette transition puisque j'ai pu à nouveau reprogresser aussi rapidement, atteindre rapidement le niveau dans lequel j'étais en design en fait. J'ai commencé en tant qu'économiste chez Cosinus. Économiste de la construction, c'est vraiment la partie en amont de l'exécution. C'est le moment où on étudie le projet, on le décrit et on le chiffre en fait. Donc sur toute la partie tout corps d'état, donc que ce soit l'enveloppe ou l'intérieur, hormis les lots techniques qui sont l'électricité, la plomberie, le chauffage, voilà. Ces lots-là, c'est toujours les bureaux d'études techniques qui s'en occupent. Et un en chauffage, voilà, plomberie, et un en électricité. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai été recrutée pour être maître d'œuvre chez Synapse Construction, qui est un gros groupe, et pour justement intégrer l'économie de la construction dans ce groupe. Et ensuite, j'ai été maître d'œuvre chez Ciradex, à mes yeux, où là, j'ai continué à apprendre mon métier, en fait. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de me mettre à nouveau à mon compte parce que je l'avais déjà été. Et j'ai senti que j'avais les capacités, l'envie de créer quelque chose à moi, donc vraiment en tant que maître d'œuvre, c'est-à-dire dans la continuité de ma dernière expérience. Donc, j'accompagne les maîtres d'ouvrage, parce que souvent on confond le maître d'ouvrage chez le client, c'est celui qui a l'ouvrage ou qui veut un ouvrage. Et donc, je les accompagne dans leur projet de construction, extension, rénovation, réhabilitation, mise aux normes, voilà. Donc, c'est là que je suis vraiment un chef d'orchestre, comme je disais précédemment. Puisque dans ce contexte-là, je m'entoure des personnes, certaines personnes qui ont une compétence que je n'ai pas, c'est-à-dire l'architecture, parce que moi, je ne suis pas architecte, en fait. Je dessine, mais je ne suis pas architecte et par moments, j'ai besoin de déléguer pour me concentrer complètement sur mon métier. Je m'entoure de bureaux d'études, pardon, techniques, plomberie, électricité, acousticien, bureau d'études structure au besoin, voilà. Puis ensuite, il y a les entreprises aussi de travaux. Concrètement, en fait, j'interviens depuis le diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a un projet. Je fais un état des lieux du bâtiment, donc ce qu'il peut nous offrir, si le projet il est en adéquation, et comment faire en sorte que le projet soit en adéquation avec le bâtiment existant. Donc, je fais un état des lieux et j'évalue les possibilités techniques et de mise aux normes réglementaires, notamment pour
les établissements recevant du public, où là, on a besoin, enfin, il y a vraiment, par exemple, les normes incendie, d'évacuation, les matériaux qui sont ininflammables, voilà, pour faire simple. Les normes handicapées, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de respecter toutes les normes handicapées, puis les normes techniques, évidemment. Parce qu'il faut savoir que bah, quand on va mettre en œuvre, ensuite, quand on va faire le chantier, si on a plusieurs entreprises, bah, il y a une interaction entre les entreprises. Il faut avoir une vision globale, mais très en amont déjà. Il faut avoir une vision globale sur l'impact du carrelage, par exemple, sur la chape, sur les cloisons, voilà. Donc, la partie technique, c'est aussi ça. Donc, à ce moment-là, il y a aussi la rédaction des pièces, donc l'estimation du projet, la rédaction des pièces écrites. Ce qu'on appelle les pièces écrites, c'est le dossier de consultation des entreprises pour pouvoir consulter plusieurs entreprises différentes pour choisir la meilleure, celle qui va convenir le mieux au projet, qui va être en adéquation avec les estimations qu'on a faites également. Une fois que j'ai sélectionné les entreprises avec le maître d'ouvrage, parce que c'est toujours le maître d'ouvrage, le client qui choisit tout au final, hein, c'est lui qui a... Toi, tu proposes et lui, ensuite, il choisit. Ouais, ok. Oui, moi je propose, je fais mon analyse, je lui soumets mon Hmm, analyse en fait, hein. Et sans trop le diriger, parce que c'est une analyse technique, hein, de toute façon, c'est pas j'aime pas, hein, c'est une analyse technique, c'est c'est ça. il a les capacités, cette entreprise a suffisamment de personnel ou pas pour répondre dans les temps, voilà, il a les références ou pas, son prix est en adéquation ou pas, il y a des choses bizarres dans son prix, c'est anormalement bas quelquefois, donc il faut aussi être vigilant. Hmm, Et ensuite, eh ben, je pilote le chantier. Donc, depuis le démarrage, je vérifie les fiches techniques des entreprises, savoir si elles ont bien prévu de mettre en œuvre ce que j'ai demandé, que ça corresponde vraiment à la nécessité du chantier, à la réglementation, tout ça. Et puis, bah, après, on avance, je pilote pour que bah, tout se coordonne, que les uns interviennent après les autres, dans l'ordre qu'il faut, et dans les temps. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est mon projet. Et ensuite, on réceptionne. Et c'est une phase qui est très importante parce que dans le cadre de tout ce qui est juridique, si derrière il y a un problème de malfaçon, parce que même si nous, on gère tout, on ne tient pas la main des entreprises quand elles fabriquent, hein, quand elles font, quand elles réalisent. Et la réception, c'est un document qu'on rédige entre l'entreprise, le maître d'ouvrage et moi. Et c'est là qu'on dit si tout va bien ou s'il reste des choses à améliorer. Donc ça, ça s'appelle des réserves. Donc ces réserves, on donne un moment pour les lever. Mais toutefois, sur certains chantiers, il y a des personnes qui ne font pas la réception. Ça peut arriver. Et la problématique, c'est qu'au niveau des assurances, dommages ouvrages ou les assurances décennales ou les assurances concernant le bon fonctionnement, tout ça, tant qu'on n'a pas prononcé une réception, eh ben ces assurances, ne démarrent pas en fait. Il y a quand même une procédure pour qu'un chantier se passe bien et que derrière on puisse avoir des recours s'il y a des soucis. Donc moi, je vérifie à ce moment-là aussi les PV, que chacun ait bien fait ses contrôles, les contrôles de ventilation, les contrôles d'eau, de passage d'eau dans les réseaux, de fuite, voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on récupère tous les documents, les schémas électriques, voilà, tout ça. Et notamment aussi ce qu'on appelle, ce qui est important pour les clients, c'est le dossier des ouvrages exécutés, c'est-à-dire toutes les fiches techniques qui correspondent à tout ce qui a été mis en œuvre. C'est-à-dire que derrière, s'il y a quelque chose à faire, on a tous les documents. Si on veut refaire la même chose, si on a un souci avec un produit, si on sait ce qu'on a mis en œuvre. On n'a pas juste les travaux, on a aussi un dossier. Donc, mon travail, bah, c'est de faciliter pour que tout se passe bien dans les normes, dans les temps. ok. Du coup, tu as déjà répondu à deux questions en même temps, mais c'est pas grave parce que Ah. c'était dans la continuité. Parce qu'en fait, moi, j'avais juste commencé par ton parcours, puis finalement, tu es allé aussi sur tes compétences, etc. Ce qui me frappe dans ce que tu m'expliques, donc moi, c'est un milieu que je connais pas du tout, donc c'est intéressant aussi que tu puisses avoir des questions de quelqu'un qui est complètement néophyte Oui, sur le sujet. tout à fait. Qui me saute aux yeux, c'est la complexité technique, la palette d'actions sur lesquelles tu es présente. Et je trouve qu'il y a à la fois un côté très technique et en même temps qui correspond à des normes. Donc il y a vraiment toute une connaissance juridique, etc. Et en même temps, je trouve qu'il y a un aspect très humain aussi parce que
il faut quand même que tu aies cette capacité à repérer les personnes sur qui tu vas pouvoir t'appuyer. Et ça, je trouve que c'est une compétence aussi hyper intéressante. Alors le côté humain, justement, ce qui est intéressant, moi ce que j'apprécie, c'est, enfin là où ça fonctionne très bien avec moi, c'est que j'ai une approche assez sévère, assez rigoureuse au premier abord. Mais en réalité, moi ce que j'aime, c'est avoir de bonnes relations avec les personnes, que ça se passe bien et je les respecte dans ce qu'elles savent faire. Donc, pour moi, une entreprise de travaux, normalement, elle a des connaissances qui sont supérieures à moi dans certains domaines. Elle fait de la mise en œuvre. Donc, je suis toujours à l'écoute de ce que chacun peut apporter. Et si je suis un facilitateur sur le chantier, si je suis là pour coordonner, je suis là aussi beaucoup à l'écoute et je communique beaucoup, que ce soit avec le maître d'ouvrage quand il y a quelque chose, si l'entreprise a fait une erreur, si j'ai fait une erreur, ça peut arriver, hein, les chantiers se passent, à mon sens, toujours très bien. Tout se passe toujours très bien. Mais parce que je sais, je fais pas des grosses erreurs déjà. C'est des coquilles ou bien c'est des choses qu'on pouvait pas voir. Et en plus, je sais les expliquer. Je sais aussi dire, bon, ça, je l'avais pas vu du tout. Ou Ouais. alors, j'ai confondu avec ça. Et je sais aussi m'imposer quand il le faut et obliger une entreprise à faire ce qu'elle doit faire. Donc, en fait, voilà. Donc, aussi bien, je peux être assez, comment dire, rigoureuse sur certaines choses, très exigeante, mais en même temps, je suis vraiment à l'écoute. Moi, je Mm. trouve que l'intérêt, c'est aussi d'avoir un retour des entreprises. Moi, par exemple, récemment, donc là, voilà, c'était l'entreprise qui s'était trompée, mais je vais sur un chantier, puis je vois qu'il y a des cadres de porte rouges, ça convenait tout à fait au projet, puisqu'en fait, on avait demandé des cadres imputrescibles dans des douches d'internat. Et à côté, je voyais des cadres blancs, bois blanc. Et je dis à l'entreprise, il y a un problème. Vous n'avez pas mis les cadres imputrescibles qui correspondent au marché, qui correspondent. Voilà. Et il me dit, si, c'est pas parce que c'est blanc que c'est pas imputrescible et que c'est pas du bois exotique. Mais moi, dans un cas comme ça, je vais pas à la confrontation parce que je me dis, peut-être qu'il a raison. On sait jamais. Oui. Ça m'étonne fortement. Mais bah moi, je vous demande juste de me donner la fiche technique des portes et puis on regardera si elles correspondent en fait. Puisque là, il n'y a pas d'étiquette, on ne sait pas ce que c'est que ces portes. Donc, donnez-moi la fiche technique, on verra si ça correspond. Et surtout, à ce moment-là, ce qui m'importe aussi, c'est qu'ils ne continuent pas à monter des portes qui ne vont pas aller, que je vais faire démonter. Je vous demande tout de suite d'arrêter, de me donner la fiche technique, qu'on se mette d'accord, que je puisse aussi consulter. Là, comme c'était un chantier quand même assez. C'est un chantier, c'est pour une EMFR, donc il y a aussi un contrôleur technique, tout ça, donc que je puisse aussi demander l'avis au contrôleur technique. Et à ce moment-là, bah, en fait, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de porte et que c'était pas bon. Mais aussi bien, il aurait pu avoir raison, c'est pas le problème. Oui. Là, on est là pour avancer ensemble aussi. Donc, je suis pas là non plus pour embêter. Je suis là pour Mhm. contrôler et que lui comme moi, on n'ait pas de soucis à la fin du chantier. Parce qu'on engage nos responsabilités tous les deux pour avoir un chantier qui fonctionne bien et qui n'ait pas de désordre, en fait. J'ai une question par rapport à la durée de tes interventions, parce que j'ai l'impression quand même que la plupart du temps, ça dure longtemps. Tu vas collaborer un certain temps quand même avec tes clients, tes clientes. Oui, enfin, c'est des chantiers, ça dépend. C'est des chantiers qui peuvent aller. Oui, bah, c'est au moins 4 mois, quoi. 4 mois Ok. minimum, jusqu'à 6 mois, peut-être un an. Et tes clients, donc, sont principalement des entreprises. Est-ce que tu travailles aussi avec des collectivités, par exemple, ou est-ce que tu as d'autres types de clientèle auxquels j'aurais pas pensé? Alors, mes clients, non, c'est un petit peu. Il y a tout type de clients, en fait. D'accord. Je travaille beaucoup avec la région, en fait, pour des lycées, pour des adaptations de locaux, pour des aux normes handicapées. Pour faire des diagnostics aussi d'établissement, voilà, parce que en fait, je suis maître d'œuvre, mais je peux intervenir à chaque niveau en fait. Je peux aussi bien intervenir en diagnostic, et puis c'est tout. Hmm. Je peux aussi bien intervenir en économie, à ce moment-là, je vais travailler avec un architecte, mais c'est lui qui va faire le suivi de chantier.
Et je peux aussi bien intervenir qu'en exécution. Ça, c'est très rare. Je l'ai déjà fait, mais c'est très rare. Parce que moi, j'aime maîtriser, savoir ce qu'on va mettre en œuvre. Ça m'ennuie d'engager ma responsabilité aussi sur des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord. Donc, juste l'exécution, ça m'intéresse pas trop. Jusqu'à présent, après, ça dépendrait aussi avec qui je travaille, hein, mais ça m'intéresse pas trop. Moi, j'aime quand même particulièrement m'occuper de la totalité du projet. Alors, l'intérêt, c'est qu'on voit ce qu'on va réaliser et que Ouais. ça nous évite de faire des erreurs, en fait. Parce que si on est toujours au bureau, on n'a pas le débriefing des erreurs qui ont pu être faites. Hmm. Quand on a la totalité de la chaîne, ben, on voit ce qu'il faut faire et en plus, on n'a pas envie d'avoir des soucis à la fin. Donc, on Ouais. travaille très bien en études pour pas avoir de soucis derrière, quoi. Et du coup, j'ai pas répondu à toute la question. C'était Bah, si tu... enfin, quel était les le type clients. de client? Hmm. Donc, je travaille aussi avec des SCI, par exemple, pour des logements. Et puis des clients privés, donc il y a aussi bien ouais, des mairies, des choses comme ça. Et puis là, par exemple, en ce moment, je travaille avec une EMFR, pour donner un exemple. Donc c'est à Cormaranche, voilà. Donc tout type de choses. Ça peut être aussi des particuliers. Ça m'amène à une toute petite question, mais je me dis ça peut être intéressant pour les personnes qui souhaiteraient exercer un métier qui ressemble au tien. Est-ce que tu passes plus de temps dans un bureau, dans les papiers, ou sur le terrain? Sur la totalité d'un projet, je vais peut-être passer, ça va peut-être être 40 pour cent bureau. Non, ça va être 50-50. En fonction des phases, même quand je suis en exé, en fait, je fais des comptes rendus, donc c'est au bureau. J'analyse les situations, les factures des entreprises. Je fais des états d'acompte pour qu'ils soient réglés. Voilà. Donc, j'analyse leur avancement, j'analyse leur facture, voir si elle est cohérente, s'ils ne sont pas trompés dans le pourcentage de la TVA. Enfin, j'analyse beaucoup de choses. Oui. Ensuite, je fais ce qu'on appelle un état d'acompte, c'est-à-dire qu'on fait un document où on voit l'avancement, en fait, et puis qu'on ne se trompe pas, parce que en comptabilité, on n'a pas le droit au centime, enfin, à un centime d'erreur. Donc, voilà. Mhm. Pour que le client ait plus qu'à régler ce que je lui voilà. Il a pas il peut contrôler, bien évidemment. D'ailleurs, il devrait contrôler normalement, mais voilà, il n'a pas à travailler là-dessus, il n'a pas à se casser la tête. Je fais un document type. Donc, du coup, ben, ça fait quand même, même quand je suis sur chantier, ça fait quand même pas mal aussi d'administratif Mhm. et de bureau. Mm. En tout cas, en toile de fond, on a toujours cette idée de rigueur et de précision qui a l'air quand même d'être le socle, la base indispensable. Je pense. Parce que sinon, on est vite débordé, en fait. On pourrait être vite débordé parce que ça représente quand même beaucoup de choses. Voilà. Et tu disais, tes clients, les entreprises, non, par contre, alors si c'est des entreprises, ça va être un industriel qui veut faire quelque chose dans son bâtiment. Oui, d'accord. Pas une entreprise de travaux. Les entreprises de travaux sont jamais mes clients. D'accord. Pour l'instant, je vois pas dans quel cadre ils pourraient l'être. Mais Mhm. voilà. Qu'est-ce qui amène à faire appel à toi? Eh bien, parce que justement, moi, je suis facilitateur en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision globale. On va venir à moi à partir du moment où il y a un projet avec plusieurs entreprises. Si on a juste à remplacer un lavabo, il n'y a pas besoin. Et pratiquement, si on veut juste faire une réfection de salle de bain, il n'y a pas besoin non plus. En fait, Ok. ouais, c'est intéressant quand il y a quand même une grosse rénovation, réfection, où il va y avoir quand même tous les corps de métier. Donc moi, j'ai une vision globale pour que le chantier se passe bien, il se coordonne bien, qu'on n'oublie rien. Parce que par exemple, le plâtrier, il va pas forcément se poser la question de à quel moment il monte sa cloison, s'il y a une chape. Donc la chape, on doit la faire intervenir après. Et puis il y a une manière de faire la chape aussi. Et ça, le maître d'ouvrage, il va pas le savoir. Donc il va pas être capable de voir tout ça. Donc il y a ça. Après, il y a toute la partie réglementaire. Parce que je parlais avec quelqu'un hier, c'était assez amusant. Elle me disait elle allait ouvrir, ou elle avait ouvert un magasin de bien-être, voilà, avec des salles de massage et tout. Et puis, juste avant d'ouvrir, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais est-ce que tu as fait ton autorisation de travaux auprès de la mairie? Et elle l'avait pas faite. Mais une autorisation de travaux, c'est pas juste j'envoie un CERFA, je demande, je fais une autorisation de travaux. Il faut donner des éléments, faire des plans, comme quoi, notamment, les issues de secours sont visibles,
qu'il y a ce qu'on a, enfin, des blocs de sécurité qui indiquent l'orientation dans laquelle il faut se sortir, que les portes, elles soient munies de quincailleries qui permettent de sortir facilement, en fait, en une seule manœuvre. Voilà, c'est tout ça, en fait, qui est Eh ouais. des extincteurs, qui a un plan d'évacuation, que les matériaux, bah, ils soient pas inflammables. Elle avait peut-être pas fait beaucoup de travaux, elle avait peut-être fait que de la peinture, donc effectivement, c'est compliqué d'appeler quelqu'un comme moi pour ça. Mais en réalité, si j'interviens sur un projet, moi j'ai toute cette vision-là, donc je fais gagner beaucoup de temps en fait. J'ai une rigueur qui fait que les plannings sont tenus, parce que c'est clair pour tout le monde, parce que je rappelle les gens, pas tout le temps, mais voilà, et en général, ça se passe bien. C'est vrai que tu fais bien d'en parler, c'est intéressant cette notion de temporalité, parce que ça peut être aussi quelque chose de précieux, de savoir que tout va être fait, en tout cas le plus possible dans les temps impartis, quoi. Moi, j'ai jamais de dépassement, et il y a une autre chose aussi, les dépassements les travaux supplémentaires, j'en ai jamais non plus, très rarement. Parce que dès le début, je prévois, j'ai l'œil et je prévois quand même beaucoup de choses, tout, normalement tout. Si bien que si on a des travaux supplémentaires, c'est parce que le maître d'ouvrage, le client, demande des choses en plus. Donc c'est tout à fait. D'accord. Mais on n'a pas de surprise, hein. Est-ce que tu aurais un exemple d'un cas qui t'a marqué particulièrement ou que tu as trouvé particulièrement intéressant, d'une action que tu as menée ou d'un chantier que tu as suivi, je ne sais pas. Quelque chose dont tu as envie de parler. Il y a un domaine auquel on ne pense pas, auquel les entreprises ne pensent pas forcément. C'est l'acoustique. Et nous, dans notre domaine, enfin moi j'y pense, parce qu'il y a deux choses importantes. Il y a l'acoustique des façades. Et il faut toujours vérifier, surtout si on sait qu'on est sur une rue passante, si la façade est classée au niveau bruit, parce qu'il faut mettre en œuvre certaines choses sur les menuiseries, les entrées d'air et tout ça, c'est important. Et puis ensuite, il y a l'acoustique à l'intérieur des bâtiments. Et sur un projet qui n'est pas forcément un gros projet, un projet de logement, un projet voilà, même de bureau, si l'acoustique est mal gérée, c'est quand même problématique. Et l'acoustique, donc dans un logement par exemple, eh ben, ça va être les bruits d'impact sur le sol, ça va être les bruits aériens. Et donc là, il y a des choses à mettre en œuvre, des types de cloisons, des manières de construire le sol qui ne sont pas les mêmes en fonction de la nature si on a une dalle, si on a un plancher, voilà. Et là, on a zéro référence dans certains domaines, notamment quand c'est un plancher. Donc, quand c'est une dalle ou une chape, on sait à peu près gérer. Parce que on va mettre des sous-couches, on va justement bien descendre les cloisons en dessous des chapes, voilà. Et puis, en fonction des revêtements, on va gérer. Sinon, si on en a un vrai souci, on met pas de carrelage, on met plutôt un PVC avec un certain affaiblissement acoustique, voilà. Mais si on est sur un plancher, bois, eh bien là, c'est une autre affaire. Et en plus, si on va faire une cuisine dessus, c'est aussi une autre affaire parce que sur un plancher bois, on ne peut pas passer les réseaux et on n'amène pas de l'eau de la même manière. Voilà. Le choix d'une porte d'entrée, si on arrive sur un studio, on ne met pas n'importe quelle porte. Si on en arrive directement sur le local de sommeil, si on n'a pas d'entrée. Hmm. Dans l'acoustique, il faut aussi faire attention si on est sur un bureau, sur le type de plafond qu'on met. Pas mettre un plafond placo, mettre des plaques avec des affaiblissements acoustiques. Donc moi, je suis pas acousticienne à l'instant faux, mais je connais un peu la réglementation. Enfin, je connais quand même, ouais, je sais ce qu'il faut dans quel local et tout ça. Et on faut travailler dessus. Et c'est vrai que bah, il y a des gens, des personnes qui sont maîtres d'œuvre, mais qui ont pas été économistes de la construction, qui n'ont pas rencontré des situations de ce type-là et qui savent pas forcément ce qu'il faut mettre en œuvre. Récemment, j'ai mis en œuvre du fermacell, et pour des problèmes acoustiques, et sur un plancher bois, et pour des problèmes d'eau. Et le contrôleur technique, bah, il venait, il me disait, pourtant, c'est un truc. J'en ai jamais vu, je viens voir comment ça se pose et tout ça. J'ai Ouais, j'ai ouais. jamais eu de faire sur mes projets. Bon, il était relativement jeune, mais et donc forcément, ils ne peuvent pas nous répondre là-dessus quand on leur demande. Alors, il y a des avis techniques sur les produits, mais malgré tout, on le met sur quelque chose, on n'a pas l'avis technique du complexe total. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Au final, ça va. Mais pour moi, c'était quand j'ai pris ce projet, c'était une grosse problématique. On transformait deux logements en trois logements.
et j'avais une grosse problématique acoustique pour moi qui était importante. Du coup, là, tu as vraiment fait ton travail de Dana Scully. Ouais. Bon, mais écoute, j'aime beaucoup cet exemple parce que moi, c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi, tout ce qui est acoustique, son, sonorisation, tout ça. Et dans mon ancienne vie d'enseignante, j'ai déjà travaillé dans des salles de classe qui étaient peu à sonoriser. Et en fait, l'impact, il est vraiment énorme dans le quotidien. Donc c'est vrai que on y pense quand on y a été confronté. Mais Mhm. sinon, bah, j'imagine que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Donc merci pour cet Ouais. exemple. C'est vrai que moi, mon client, il m'en a pas du tout parlé hein, de cette Mhm. problématique. C'est moi qui l'ai mis dans le cahier des charges. Pour moi, c'était important de trouver une solution. Et quand on a fait le Ouais. diagnostic, j'ai fait le diagnostic pour 2 ou 3 logements. Je voulais être sûre que ça fonctionne en 3 logements avant de Oui. m'engager sur 3 logements. Alors, j'étais pas sûre parce que tant qu'on n'a pas réalisé, comme je disais, ben, on ne sait pas. Mais Il y a des paramètres qui restent, ouais, qu'il faut vérifier dans le dans le processus, contexte, enfin, voilà, dans le dans le contexte. contexte qu'on a, parce que c'est toujours un contexte différent. Donc, Hmm. J'ai une question à l'envers. Qu'est-ce que ton entreprise n'est pas? ah, ça c'est facile, hein. Une question facile, hein. Ben, tant mieux. C'est pas une entreprise de travaux. Donc, je fais pas de travaux à proprement parler. Il y a des architectes ou des maîtres d'œuvre qui se montent un peu en entreprise générale. C'est-à-dire qu'ils vont faire le projet et ils vont faire la réalisation. Donc, dès le début, ils vont dire ça vaut 200 000 euros, 300 000 euros. Voilà, ils donnent un package. Et dedans, bah, ils disent tout ce qu'ils vont mettre. Et ils consultent personne. Donc, enfin, ils consultent personne pour le maître d'ouvrage. Ils disent ça vaut autant. Et eux, derrière, peut-être ils consultent ou peut-être ils travaillent déjà avec certains ou peut-être ils ont déjà intégré la plâtrerie dans leur activité, dans leur entreprise, déjà les menuiseries, voilà. Donc, c'est déjà c'est une entreprise de travaux, puis qui sous-traite aussi certains autres travaux. Donc, c'est très bien. Mais moi, je ne suis pas ça, en fait. Je fais vraiment de l'étude. Moi, je travaille, en fait, moi, je m'adapte à chaque fois au client. Au client, au projet, je fais de l'étude, je fais de la réalisation, mais je suis une entreprise de service, en fait, de conseil. Voilà. Et pas de réalisation, à proprement parler. Ben, du coup, c'était une question intéressante parce que ça permet de préciser. Oui, oui, c'est bien si c'est plus clair. Est-ce que tu as un échec ou un regret que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? Moi, je vois jamais trop les choses sous forme d'échec. Je les vois toujours sous forme d'expérience. Quelles que soient même les choses personnelles, ouais, c'est pas mon principe de. Je vois pas d'échec, je ressens pas d'échec. Donc, je pourrais pas répondre là-dessus. Mais l'autre chose, tu m'as dit. Ça peut être un regret. Ouais. Alors moi, je serais plus regret. Et donc, mon regret, si je pouvais évoquer un regret, c'est celui de ne pas avoir démarré plus tôt dans le domaine du bâtiment, en fait. Parce que j'adorais mon autre métier, mais j'aime aussi beaucoup celui-ci et l'environnement, voilà, qui est plus franc, Voilà. Et aussi, ce qui me plaît beaucoup, bah, c'est de tout gérer, en fait. Ça Oui, fait partie de ma personnalité, hein, de tout gérer, de tout maîtriser. Malgré tout, je m'adapte à chacun, je m'adapte au client, je m'adapte à l'entreprise. Voilà. Ça me fait plaisir de ne pas non plus avoir la charge de tout, de déléguer oui. aussi les décisions et tout ça. Mais j'apprécie d'avoir une vue d'ensemble des choses. Alors, c'était un peu le cas quand j'étais en design parce que j'allais aussi en entreprise, j'allais réaliser des moules, des fois, j'allais. Voilà. Euh, j'avais quand même beaucoup toute la chaîne, hein. Mais j'aime beaucoup le domaine du bâtiment. C'est un domaine qui est relativement franc. Ça reste un domaine masculin comme celui dans lequel j'étais au début, hein. Mais j'évolue bien dans ce domaine. Je suis quand même curieuse de savoir ce qui t'a fait le déclic pour aller t'orienter dans ce domaine. C'est un choix de vie, en fait. C'est un choix de vie. C'est que les conditions de travail en design et en agence de publicité ne collaient plus avec mes exigences de vie en tant que maman. Je voulais plus habiter en ville. Alors, on va parler du côté positif. Quelle serait ta plus belle réussite ou ta plus grande fierté, ou peut-être les deux liés? C'est facile aussi. Bah, moi, c'est la création de mon entreprise et sa stabilisation quand même. Parce que ça faisait longtemps que je voulais me mettre. Enfin, je m'étais mise plusieurs fois à mon compte hein, de manière un peu différente. Mais je l'avais fait en portage salarial, je l'avais fait. Voilà, j'avais pas la maturité. Euh,
que j'ai aujourd'hui, j'étais peut-être pas assez sécurisée, je connaissais peut-être pas assez mon métier, ou je sais pas, j'étais pas assez confiante. Mais il y a 4 ans, quand je me suis créée, c'était directement à SARL. Et pour l'instant, j'ai fait évoluer déjà l'entreprise très rapidement et je suis en phase de stabilisation. Voilà, Ça donc allait vite quand même, hein. Enfin, moi, ça me paraît court comme délai. Donc, effectivement, je trouve que tu as fait un sacré truc en peu de temps. oui, mais parce que j'ai eu de la chance, j'ai rappelé mes clients, les clients avec lesquels je travaillais, enfin, à un certain terme, j'ai commencé à travailler avec des nouveaux clients, puis à un certain terme, j'ai dit, bah, je vais quand même rappeler ceux que je connaissais auparavant. Et bah, ils n'avaient pas mes coordonnées, hein. Donc, quand ils ont eu mes coordonnées, finalement, bah, voilà, ils m'ont donné du travail. C'est gratifiant parce que ça valorise la confiance qu'ils avaient en toi et en ton travail. Oui, et puis même ceux avec qui, enfin, ceux qui partaient en retraite ou autres, ils m'ont fait rencontrer des nouvelles personnes ouais, ils m'ont présenté à des nouveaux chargés d'opération pour me donner des opérations, quoi. Donc, ouais, non, c'est sûr, c'est gratifiant. Mais aussi, c'est un travail technique, voilà, de réalisation, mais aussi c'est un travail humain. Parce que c'est aussi par la relation que j'ai créée avec certains, une relation agréable, parce que moi j'aime bien que ça se passe bien. Euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Il y a Mm. les deux. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je trouve agréable dans ta manière de fonctionner, d'interagir, c'est que tu as t'as une manière qui est à la fois directe et simple. On sent que c'est important pour toi que la communication soit la plus saine et la plus honnête possible, en fait. Enfin, honnête, saine, simple, tu vois, qui fait que on se sent sécurisé par ce fonctionnement-là. Je te remercie. Oui, moi, c'est vrai que j'aime bien. Il n'y a pas de détour. Quand je dis quelque chose, c'est ce que je pense. C'est pas autrement. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas. Voilà, c'est simple, oui. Mm. Simple et direct. Après, pour certains, ça peut être un peu trop direct. Je sais pas. Je Dans sais- la mesure où tu es quand même quelqu'un qui écoute, Hmm. ça peut que bien passer. Un message, j'écoute beaucoup de toute façon. Et puis, c'est vrai que je communique beaucoup. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a quelque chose qui passe pas, qui n'est pas compris, je reviens dessus. Moi, j'ai des clients et j'ai des usagers donc, dans certains projets. Parce que le client n'est pas forcément celui qui utilise le bâtiment. Ah, c'est Donc, intéressant. ouais, Je n'avais pas pensé à cet aspect. ouais, c'est souvent. Quand on est en marché public, c'est souvent en fait. Voilà, il y a des usagers dans tous les cas. Et donc, ben, il faut prendre en compte les usagers et les nuisances qu'ils vont avoir. Il faut leur expliquer les choses parce que même si ils ne sont pas du tout décideurs, qu'au final, on n'est pas obligé de leur expliquer quoi que ce soit, parce que des fois, ils peuvent nous empêcher de tourner en rond aussi. Mhm. J'arrive bien à les canaliser, mais je trouve que c'est bien de les impliquer, de leur demander si ça va, de leur demander s'ils ont des choses à dire. Est-ce que tu sais ce que tes clients disent de toi? Je ne sais pas ce qu'ils disent de moi, parce que un client, ça va rarement venir vous dire je suis hyper content, c'est super. Alors, ce qui est important, c'est quand ils disent rien finalement. Parce qu'on se dit, c'est que ça va. Quand ils disent rien et qu'ils vous rappellent, c'est Bien que ça vu. va. Ah, donc ça, c'est déjà ça. Mais j'en ai un qui est sur chantier. Je me moquais de moi l'autre jour. C'était l'été dernier. Et il dit, oui, mais. Parce que je commence à dire oui, et il fait, mais. Parce qu'en fait, quand je suis sur chantier, voilà, je dis oui pour valoriser le travail qui a été fait par l'entreprise. Je dis, ah oui, c'est bien. Oui, d'accord, donc tout va bien. OK. Et c'est surtout en phase de réception, par exemple. Et donc, du coup, je fais, mais. Parce que je vois le petit truc, je suis exigeante, en fait. Donc, moi, je suis exigeante. C'est le maître d'ouvrage, il dit, ça passe, c'est pas grave. Et puis que on n'est pas là pour embêter les gens. Mais Mhm. il faut quand même soulever certains lièvres et se poser des questions de la réalisation de telle ou telle chose. Voilà, donc. Je dis oui, mais j'ai toujours une recherche du mieux. Et si je peux l'obtenir, eh ben, j'essaie de l'obtenir en fait. Et si ça coince, ça coince. Des fois, ça coince. On voit qu'on ne peut pas le faire parce que bah, l'entreprise n'a pas la capacité, elle ne comprend pas. Bon, il faut s'adapter à tout, tout le temps. Mais si je peux, voilà. Donc oui, mais.
Ok, ton petit surnom alors. Si tu devais donner un conseil, le plus important à tes yeux, qu'est-ce que ce serait? Bon, moi j'ai déjà parlé de tout ce qui était exigence, voilà, de réglementaire, de se poser des questions, d'aller au fond des choses, tout ça j'en ai parlé. Donc, mais s'il y avait un conseil vraiment, et je pense que c'est pour dans beaucoup de professions, c'est de se former en continu en fait. Déjà d'être curieux, donc vraiment de se poser des questions, d'être capable de se poser des questions, de ne pas avoir peur de se les poser, parce que des fois on n'est pas toujours Oui, content c'est de nos vrai. propos. Mm. Mais surtout aussi la formation continue. Donc, il faut tout le temps se former. Moi, je suis formée en désamiantage, je suis formée récemment, je suis formée en travaux pour économie d'énergie, tout type de bâtiment. Donc, il faut toujours, je me forme dans tout ce qui est euh, droit des assurances, droit immobilier, droit de la construction. Donc, il faut toujours, voilà, déjà, il faut toujours aller de l'avant dans une entreprise. Surtout, il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut toujours essayer de trouver autre chose, être à l'affût. Moi, c'est pour ça aussi que je suis en entreprise. C'est parce que j'aime bien avancer, pas faire toujours la même chose. La formation régulière, c'est vraiment important, je Je, pense. je trouve que c'est un beau conseil et en effet, il peut s'appliquer à n'importe quel type d'entreprise et puis même dans la vie en fait. Moi, je te conseille le MOOC. Le MOOC, Ah, moi j'adore aussi. Très bon conseil. ça fait des années, j'ai fait bâtiment durable, j'ai fait justement ventilation. Alors ça, c'était vraiment dans le domaine du bâtiment, mais Mm. on peut en faire dans plein de domaines. Enfin, même sur un domaine où je suis déjà formée, j'ai toujours le plaisir de reprendre un MOOC, un nouveau MOOC, parce que je me dis, bah, ça a peut-être évolué, euh, c'est présenté d'une autre manière, j'ai oublié des choses. Et je trouve ça un support tellement facile, agréable en général. Puis c'est satisfaisant, parce qu'avec les QCM, on a toujours bon. Enfin, donc, non, c'est pas mal. Ouais, je te rejoins là-dessus, j'aime aussi beaucoup ça. Et Est-ce après, que, on n'a pas forcément de certification sur ce genre de choses. Moi, c'est vrai qu'en désamiantage, voilà, j'ai reçu un certificat. Mais Hmm. c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se nourrir régulièrement de plein de nouvelles choses, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué concernant ton entreprise et que tu penses important de partager maintenant dans cet entretien? Alors, ce que j'ai pas évoqué, parce qu'on s'est concentré sur la maîtrise d'œuvre, et ça fera peut-être l'objet d'un autre anti-pitch, c'est mon activité d'expert. On n'en a pas parlé. Je trouve que déjà l'activité de maîtrise d'œuvre, c'est important, donc c'est pas la peine de tout, voilà, de tout mélanger. Et notamment, c'est pas du tout la même chose parce que en tant qu'expert, il y a une impartialité, on réalise pas de travaux, on est là pour observer, pour donner un avis. C'est pas du tout la même posture. Donc je peux pas confondre les deux choses. Quand j'interviens quelque part en tant qu'expert, je fais pas de travaux derrière. C'est pas la Mhm. mais donc, voilà, j'ai une activité d'expert en aménagement de lieu de vie pour les personnes qui ont eu un accident. Donc, ça, c'est auprès des assurances pour aménager leur logement à l'amiable ou en judiciaire, ça m'arrive, pour plusieurs compagnies d'assurance. Et puis, j'ai une activité d'expert en bâtiment aussi. Est-ce que tu as une actualité à partager? Alors, ça va pas être une activité travaux, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Ça va être Oui. une actualité communication. Intéressant. Parce que jusqu'à présent, j'ai croulé sous le travail et je ne me posais pas de questions. Bon, évidemment, j'ai un logo, j'ai une carte de visite, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je me suis rendu compte récemment que j'étais pas sur Google. Parce que je me disais, j'ai cherché un maître d'œuvre, je ne t'ai pas trouvé. Donc, genre, ah oui, donc je suis pas sur Google. Mon LinkedIn, c'est le minimum avec la photo que j'ai prise vite fait depuis mon ordinateur. Donc, j'ai vraiment l'intention de communiquer. J'ai trouvé aussi un prestataire que j'ai rencontré dans un réseau qui est sympathique. Voilà, et moi, je travaillais avec elle pour au moins être présente et que ma présentation soit cohérente avec ce que je fais réellement.
et compréhensible, comme ce qu'on fait aujourd'hui avec l'anti-pitch. Donc Mhm. ça, c'est une actualité, c'est que j'ai l'intention de communiquer sur moi. Bah écoute, je trouve ça très intéressant et j'en profite pour rebondir sur ce que tu as dit à propos de la fiche Google. Je transmets ce message à tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent. S'il y a un acte de communication basique essentiel, c'est créer sa fiche établissement Google parce que les clients, c'est là qu'ils vont chercher en premier. Ça va être intéressant de voir l'impact que ça va avoir sur ton entreprise, de reprendre en main cette communication Ben, je et pense. suivre ça de près. Et en plus, c'est agréable parce qu'on me parle de mon activité. Je veux dire, c'est aussi des échanges, c'est toujours sympathique. Ça fait sortir aussi de son bureau, de sa coquille, quand même. Il me reste deux petites questions pour toi. Enfin, pas petites, il y en a une qui est très importante, c'est justement où est-ce qu'on te trouve, comment les gens font s'ils souhaitent te contacter, qu'est-ce qui est le plus, vers où tu souhaites les orienter. Ben justement, aujourd'hui, il n'y a rien. Ah ouais. Il y a un numéro de téléphone que je peux donner. Eh ben, je le mettrai sur l'écran, comme ça, J'ai voilà. le numéro de téléphone, j'ai mon mail. Donc, bientôt Google, parce que je suis quelqu'un qui, quand je prends une décision, quand j'ai envie de faire quelque chose, il faut que ça avance. Et Lilia l'a très bien compris, je pense qu'elle est comme ça aussi. Et elle m'a fait, j'ai eu la proposition financière ce matin, elle a dit, je suis prête à démarrer. Donc, je pense que dans un C'est mois, parti. ma fiche Google. Bon, bah super. Donc, D'accord. Donc, je le plus simple l'appelle. pour l'instant, on t'appelle directement. Et puis, d'ici un mois, tout sera en ordre. Faut m'appeler, faut me laisser un SMS. Écoute, j'ai ma dernière question rituelle pour toi. Est-ce qu'il y a une entrepreneuse ou un entrepreneur que tu serais intéressé d'entendre dans ce podcast? Je ne sais pas si tu l'as fait pour toi-même, hein. Eh bien, ça arrive la semaine prochaine. Tu tombes à Ah, pic. voilà. Voilà. Parce que moi, ce que je voulais proposer, c'est toi. Bah écoute, c'est gentil. Et du coup, bah, ta curiosité sera satisfaite dans quelques jours. Là, ça y est, je suis passée sur mon propre grill. C'est vrai? Et c'est quelqu'un qui te l'a proposé ou tu l'as décidé toute Oui, c'est une personne qui est passée dans mon autre podcast et qui m'a proposé de jouer le rôle bah, d'hôtesse. Et du coup, je me suis prêtée au jeu et j'ai constaté que c'est pas évident de répondre aux questions. seule? Tu vois, hein? Non, je confirme. Donc, je te félicite d'avoir joué le jeu. Non, mais je te remercie parce que c'est intéressant parce que effectivement pour nous, enfin pour les autres je peux pas parler, mais moi je me rends compte que ça oblige à prendre du recul sur son travail parce on a le nez dans le guidon et on dit je suis maître d'œuvre. Finalement, au bout d'un moment, on sait même plus quel sens ça a. On valorise pas son travail, on fait ça naturellement. C'est vrai. Et souvent, quand on est expert dans un domaine, ce qui nous paraît fluide, facile, évident, ben, en fait, ça l'est pas. Et c'est notre force et c'est intéressant de justement de le montrer. Bah écoute, Cathy, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter pour conclure cet épisode? Eh bien, ce que j'ai ajouté, c'est que je te remercie beaucoup, Valérie, que j'apprécie tes activités, ton entrain, ta bienveillance, tout ça, et que bah, c'est grâce à des personnes comme toi qu'on évolue aussi. Et voilà, moi j'ai envie de te remercier et je te souhaite plein de bonnes choses voilà, à la suite.